La louve. Le déjeuner terminé et le rudimentaire matériel du campement rechargé sur le traîneau, les deux hommes tournèrent le dos au feu joyeux et poussèrent de l'avant dans les ténèbres qui n'étaient point encore dissipées. Les cris d'appel, funèbres et féroces, continuaient à retentir et à se répondre dans la nuit et le froid. Ils se turent. Quand le jour, à 9 heures, commença à paraître. À midi, le ciel, vers le sud, parut se réchauffer et se teignit de couleur rose. Puis se dessina la ligne de démarcation que met la rondeur de la Terre entre le monde du Nord et les pays méridionaux où luit le soleil. Mais la couleur rose se fana rapidement. Un jour gris lui succéda, qui dura jusqu'à 3 heures pour disparaître à son tour, et le pâle crépuscule arctique redescendit sur la terre solitaire et silencieuse. Lorsque l'obscurité fut revenue, les cris de chasse recommencèrent à droite, à gauche, provoquant de folles paniques parmi les chiens, tout harassés qu'ils étaient. Je voudrais bien, dit Bill en remettant pour la 20e fois les chiens dans le droit sentier, qu'ils s'en aillent au diable et nous laissent tranquilles. Il est certain qu'ils nous horripilent terriblement, approuva Henry. Le campement fut dressé comme le soir précédent. Henry surveillait la marmite où bouillaient des fèves, lorsqu'un grand cri poussé par Bill, et accompagné d'un autre cri aigu, de douleur celui-là, le fit sursauter. Il releva le nez juste à temps pour voir une forme vague qui courait sur la neige et disparaissait dans le noir. Puis il aperçut Bill qui était debout au milieu des chiens, mi-joyeux, mi-contrit, tenant d'une main un fort gourdin, de l'autre la queue et une partie du corps d'un saumon séché. Je n'en ai sauvé que la moitié, dit Bill, mais le voleur en a reçu pour le reste. L'entends-tu hurler? Et quelle forme avait-il, ce voleur? Demanda Henry. Je n'ai pu le bien voir mais, ce que je sais, c'est qu'il a 4 pattes, une gueule, et une fourrure qui ressemble à celle d'un chien. Ce doit être, j'en jurerais, un loup apprivoisé. Diantrement apprivoisé, en ce cas, pour être venu ici au moment juste du dîner et emporter un morceau de poisson. Assis sur la boîte oblongue, les deux hommes, après avoir mangé, avaient humé leur pipe comme ils en avaient l'habitude. Le cercle d'yeux flamboyants vint les entourer comme la veille, mais plus proche.
Bill se reprit à gémir. Dieu veuille qu'il tombe sur une bande d'élan ou sur quelque autre gibier, et qu'il décampe à sa suite. Ce serait pour nous un débarras. Henry eut l'air de n'avoir pas entendu, mais comme Bill faisait mine de recommencer ses plaintes, il se fâcha tout rouge. J'aimerais bien qu'on soit en vue de Fort Mcgurry, juste maintenant, reprit Bill. Arrête, Bill, tes coassements. Tu as des crampes d'estomac, je te l'ai déjà dit, et c'est ce qui te fait divaguer. Avale une pleine cuillerée de bicarbonate de soude, cela te calmera, je t'assure, et tu redeviendras d'une plus plaisante compagnie. Le matin suivant, d'énergiques blasphèmes proférés par Bill réveillèrent Henry. Celui-ci se souleva sur son coude et, à la lueur du feu qui resplendissait, vit son camarade, entouré des chiens, qui agitaient dramatiquement ses bras et se livraient aux plus affreuses grimaces. Elle appela Henry. Qu'y a-t-il de nouveau? Grenouille a décampé, répondit Bill. Non. Je dis oui. Henry sauta hors des couvertures et alla vers les chiens. Il les compta avec soin, après quoi il se joignit à Bill pour maudire les pouvoirs malfaisants du Wild, qui lui avait ravi un autre chien. Grenouille était le plus vigoureux de la troupe, prononça Bill. Et celui-là n'était pas un chien fou, ajouta Henry. Telle fut, en 2 jours, la seconde oraison funèbre. Le déjeuner fut mélancolique et les 4 chiens qui restaient furent attelés au traîneau. La journée ne différa pas de la précédente. Les 2 hommes peinaient sans parler. Le silence n'était interrompu que par les cris qui les poursuivaient et s'attachaient à leur marche. Même panique des chiens, mêmes écarts de leur part hors du sentier tracé, et même lassitude physique et morale des 2 hommes. Voilà qui va vous obliger à rester tranquille, les enfants, déclara Bill ce soir-là en se redressant pour contempler son travail avec satisfaction. Henry abandonna la préparation du dîner pour venir voir. Non seulement son compagnon avait soigneusement entravé les chiens, mais il l'avait fait à la manière indienne, avec des bâtons. Il avait pourvu chaque animal d'un robuste collier de cuir, auquel il avait attaché l'extrémité d'un bâton d'environ 1,50 m de long.
et dont l'autre bout était ligaturé à un pieu solidement planté dans le sol. Aucune des lanières de cuir de ce système ne se trouvait ainsi à portée des dents de l'animal qui était par conséquent dans l'impossibilité absolue de se libérer par lui-même. Henri eut un hochement de tête approbateur. C'est le seul truc qui puisse retenir qu'une oreille, dit-il. Il est capable de couper du cuir aussi facilement qu'un couteau et presque aussi vite. Ils seront tous là demain matin et en pleine forme. Tu peux être sûr qu'ils y seront, renchérit Bill. Si jamais il en manquait un, je veux bien me passer de café. Henri trouva que c'était parfait ainsi. Mais, montrant à Bill le cercle d'ardentes prunelles qui, pour le troisième soir, les enserrait. Dommage tout de même, fit-il, de ne pouvoir flanquer à ceux-ci quelques bons coups de fusil. Ils ont compris que nous n'avions pas de quoi tirer, aussi deviennent-ils de plus en plus hardis. Détourne-toi de la lumière du feu et observe bien, tiens, regarde. Tu l'as vu, celui-là? Les deux hommes furent quelque temps avant de s'endormir. Ils regardaient les formes vagues aller et venir hors de la frontière de lumière que marquait le feu. En observant avec attention les endroits où une paire d'yeux apparaissait, ils finissaient par percevoir la silhouette de l'animal qui se dessinait et se mouvait dans les ténèbres. Un remue-ménage qui se produisait parmi les chiens les fit se détourner de leur côté. N'a qu'une oreille, gémissant et geignant avec des cris aigus, tirait de toutes ses forces, dans la direction de l'ombre, sur son bâton qu'il mordait frénétiquement et à pleines dents. Bill, regarde ceci, chuchota Henri. Dans la lumière du feu, un animal semblable à un chien se glissait d'un mouvement oblique et furtif. Il paraissait en même temps audacieux et craintif, observait les deux hommes avec précaution et cherchait visiblement à se rapprocher des chiens. N'a qu'une oreille, s'aplatissant vers lui sur le sol, redoublait ses gémissements. Cet imbécile de qu'une oreille n'a même pas l'air d'avoir peur, remarqua Bill à voix basse. C'est une louve, expliqua Henri sur le même ton. Et elle sert d'appât. Les chiens la suivent et ensuite le reste de la meute n'a plus qu'à leur sauter dessus pour les dévorer.
Le feu grésilla. Et une bûche roula de côté avec un crépitement sonore. À ce bruit, l'étrange animal fit un bond en arrière et disparut dans les ténèbres. Je pense à quelque chose, Henri, fit Bill. Et à quoi donc? Je me dis que c'est sans doute à lui que j'ai flanqué une rouste avec mon bâton. Il n'y a pas le plus léger doute sur ce point. Il convient en outre de remarquer, poursuivit Bill, que sa familiarité excessive avec la flamme de notre foyer n'est pas naturelle et choque toutes les idées reçues. Ce loup en connaît certainement plus qu'un loup qui se respecte n'en doit connaître, confirma Henri. Il n'ignore pas non plus l'heure du repas des chiens. Cet animal a de l'expérience. Le vieux Vilan, dit Bill en se parlant tout haut à lui-même, possédait un chien qui avait coutume de s'échapper pour aller courir avec les loups. Nul ne le sait mieux que moi, car je le tuai un beau jour, dans un package d'élan, sur Little Stick. Le vieux Vilan en pleura comme un enfant qui vient de naître. Il n'avait pas vu ce chien depuis 3 ans. Tout ce temps, la bête était demeurée avec les loups. Je pense, opina Henri, que tu as trouvé la vérité. Ce loup est un chien, et il y a longtemps qu'il mange du poisson de la main de l'homme. Si j'ai quelque chance, déclara Bill, nous aurons la peau de ce loup qui est un chien. Nous ne pouvons continuer à perdre d'autres bêtes. Souviens-toi qu'il ne nous reste plus que 3 cartouches. Je le sais, les réserves pour un coup sûr. Henri, au matin, ayant ranimé le feu, fit cuire le déjeuner, accompagné dans cette opération par les ronflements sonores de son camarade. Il le réveilla seulement lorsque les aliments furent prêts. Bill commença à manger, dormant encore. Ayant remarqué que sa tasse à café était vide, il se pencha pour atteindre la cafetière. Mais celle-ci était du côté d'Henri et hors de sa portée. Dis-moi, Henri, interrogea-t-il avec un petit grognement d'amitié, n'as-tu rien oublié de me donner? Henri fit mine de regarder autour de lui et secoua la tête. Bill avança sa tasse vide. Tu n'auras pas de café, prononça Henri.
Aurait-il été renversé, demanda Bill avec anxiété. Ce n'est pas cela. Si tu m'en refuses, tu vas arrêter ma digestion. Tu n'en auras pas. Un flux de sang et de colère monta au visage de Bill. Veux-tu, je te prie, parler et t'expliquer? Gros Gaillard est parti. Lentement, avec la résignation du malheur, Bill tourna la tête et compta les chiens. Comment cela est-il arrivé, demanda-t-il anéanti. Henri haussa les épaules. Je l'ignore. Gros Gaillard ne pouvait assurément ronger lui-même la lanière qu'il attachait au bâton. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'aurait pas pu le faire lui-même. Le salaud! Articula Bill avec lenteur et gravité, sans plus extérioriser la colère qui l'envahissait. Ne pouvant se libérer, il a libéré son compère. En tout cas, c'en est fini maintenant de Gros Gaillard. Je suppose qu'il est déjà digéré et qu'il se cahote, en ce moment, dans le ventre de 20 loups différents. Cette troisième oraison funèbre prononcée. Henri poursuivit, maintenant, Bill, veux-tu du café? Bill fit un signe négatif. Il mit sa tasse à l'écart. J'aimerais mieux, dit-il, être pendu. J'ai donné ma parole et je la tiendrai. C'est bien certain, insista Henri en levant la cafetière, il est pourtant bon. Mais Bill était têtu. Il absorba son déjeuner à sec et ne l'arrosa que de malédictions à l'adresse de N'a qu'une oreille, qui lui avait joué ce mauvais tour. Cette nuit, dit-il, je les attacherai mutuellement hors de leur atteinte. Les deux hommes avaient repris leur marche. Ils n'avaient pas cheminé plus de 100 mètres dans l'obscurité quand Henri, qui allait devant, heurta du pied un objet qu'il ramassa et qu'il lança, s'étant retourné, dans la direction de Bill. Tiens, Bill, dit-il, voilà quelque chose qui pourra être utile. Bill poussa une exclamation. C'était tout ce qui restait de Gros Gaillard, le bâton auquel il avait été attaché. Ils l'ont dévoré en entier, dit Bill, les os, les côtes, la peau et tout. Le bâton même est aussi net que le dessus de ma main, ils ont mangé le cuir qui le garnissait à ses deux bouts.
Ils ont l'air terriblement affamés. Pourvu que toi et moi nous ne subissions pas un sort identique avant d'être parvenus au terme de notre voyage. Henri eut un rire de défi. Jamais encore je n'avais été traqué comme ça par des loups. Mais il m'est arrivé des tas d'histoires bien pires et je m'en suis toujours sorti. Il en faudrait tout de même plus que ce ramassis de sales bêtes pour venir à bout d'un type comme toi, fiston. Je me le demande, marmonna Bill d'un air lugubre. Eh bien, tu ne te le demanderas plus quand nous arriverons à MC-Guery. Non, décidément, je n'ai pas le moral, insista Bill. Tu es pâle et as une mauvaise circulation du sang. Il te faudrait de la quinine. Je t'embourrerai quand nous serons arrivés. Bill maugréa quelques protestations, puis finit par se taire. Et la journée fut semblable aux précédentes. La lumière fit son apparition à 9 heures. À midi, les rayons d'un soleil invisible embrasèrent fugitivement l'horizon vers le sud avant de laisser la place à une morne grisaille. 3 heures plus tard il faisait nuit. Ce fut juste après que le soleil eut vainement essayé de se montrer que Bill alla récupérer le fusil sous le harnachement du traîneau et dit. Ne t'arrête pas, je vais voir si je peux faire quelque chose. Tu ferais mieux de ne pas t'écarter. Tu n'as que 3 cartouches et l'on ne sait pas ce qui peut arriver. Qui est-ce qui fait des jérémiades? Ironisa Bill. Henri s'abstint de répondre et reprit seul la pénible progression. Mais il ne put s'empêcher de se retourner plusieurs fois pour scruter le paysage grisâtre où venait de disparaître son compagnon. Une heure plus tard, celui-ci le rejoignit à la faveur d'un détour que le traîneau avait dû effectuer. Ils se sont éparpillés, raconta-t-il, et rôdent au large de nous, courant de ci de là, mais sans nous lâcher. Ils savent qu'ils sont sûrs de nous avoir et qu'il leur suffit de patienter. En attendant, ils tâchent de se mettre quelque autre chose sous la dent. Tu prétends, observa Henri, qu'ils sont sûrs de nous avoir? Bill fit semblant de ne pas avoir entendu et continua. J'en ai aperçu quelques-uns. Ils sont maigres à faire peur.
Ils n'ont pas mangé un morceau depuis des semaines, en dehors, bien entendu, de nos 3 chiens. Il y en a parmi eux qui n'iront pas loin. Leurs flancs sont pareils à des planches à laver et leurs estomacs remontés collent presque à l'épine dorsale. Ils en sont, je puis te le dire, à la dernière phase de la désespérance. Ils sont à demi enragés et attendent. Quelques minutes plus tard, Henri, qui marchait maintenant en serre-file, émit un léger sifflement pour attirer l'attention de son compagnon. Celui-ci se retourna et fit aussitôt arrêter les chiens le plus calmement possible. Derrière eux, en pleine vue et sur la même piste qu'ils venaient de parcourir, s'avançait, le nez collé contre le sol, une forme velue. La bête trottinait sans effort apparent, semblant glisser plutôt que courir. Les 2 hommes s'étant arrêtés, elle s'arrêta ainsi que et, ayant levé la tête, elle les regarda avec fixité, dilatant son nez frémissant, en reniflant leur odeur, comme pour se faire de une opinion. C'est la louve, dit Bill. Les chiens s'étaient couchés sur la neige, et Bill vint, derrière le traîneau, rejoindre son camarade. Ensemble ils examinèrent l'étrange animal qui les suivait depuis plusieurs jours et qui leur avait déjà soufflé la moitié de leur attelage. Ils le virent trotter encore, en avant, de quelques pas. Puis s'arrêter, puis recommencer à diverses reprises le même manège, jusqu'à ce qu'il ne se trouvât plus qu'à une courte distance. Alors il fit halte, la tête dressée, près d'un groupe de sapins, et se remit à observer les 2 hommes. Il les considérait avec une insistance singulière, comme eût pu le faire un chien, mais sans qu'il y eût rien dans ses yeux du regard affectueux de l'ami de l'homme. Cette insistance était celle de la faim. Elle était implacable comme les crocs de la bête, aussi inhumaine que la neige et le froid. L'animal était plutôt grand pour un loup, et ses formes décharnées dénotaient un des spécimens les plus importants de l'espèce. Il doit mesurer près de 2 pieds et demi à hauteur d'épaule, constata Henri. Et n'a pas loin de 5 pieds de long. Il a une drôle de couleur pour un loup, dit Bill, et je n'en ai jamais vu de pareil. Sa robe tire sur le rouge et même sur l'orangé. Elle a un ton cannelle.
La robe de la bête n'était point cependant de cette couleur et le gris y dominait comme chez tous les loups. Mais de fugitifs et indéfinissables reflets, qui trompaient et illusionnaient la vue, couraient par moments sur le poil. On dirait un rude et gros chien de traîneau, poursuivit Bill. Je ne serais pas autrement étonné de voir cet animal remuer la queue. Et, gros chien, appela-t-il. Amène-toi, quel que tu sois. Il n'a pas la moindre peur de toi, dit Henry en riant. Bill agita sa main, fit semblant de menacer, cria à tue-tête. La bête ne manifesta aucune crainte. Et se contenta de se mettre légèrement en garde. Elle ne cessait point de dévisager les deux hommes avec une fixité affamée. Son désir évident était, si elle lui osait, de venir à cette viande et de s'en repaître. Dis donc, Henry, fit Bill en baissant inconsciemment la voix pour faire part de ce qu'il méditait. Nous n'avons que 3 cartouches. Mais une seule suffirait pour le tuer. On ne peut pas la manquer. Elle a déjà éliminé 3 de nos chiens et il ne faut pas la laisser recommencer. Qu'est-ce que tu en dis? Henry approuva et Bill. Avec 1000 précautions, amena à lui le fusil, mais à peine avait-il fait le geste de le lever vers son épaule. Que la louve, faisant un saut de côté hors de la piste, disparut parmi les sapins. Les deux compagnons se regardèrent. Henry sifflota d'un air entendu et Bill, se morigénant lui-même, remit en place le fusil. Je devais m'y attendre, dit-il. Un loup assez instruit pour venir partager le dîner de nos chiens doit être également renseigné sur les coups de fusil. Je t'assure, Henry, que cette bête est vraiment la cause de tous nos ennuis. Sans elle, nous aurions encore 6 chiens au lieu de 3. Je te garantis que je vais me la payer. Elle est trop roublarde pour qu'on puisse la tuer à découvert. Mais je vais lui combiner un truc à ma façon, et je la piégerai, aussi sûr que je m'appelle Bill. Ne va pas te perdre trop loin pour ça, recommanda son compagnon. Si la meute te prend en chasse, tes 3 cartouches ne te serviront guère qu'à tirer une petite salve d'honneur pour marquer ton arrivée en enfer.
Ces animaux sont terriblement affamés, s'ils s'y mettent, ils ne te manqueront pas. Ils établirent le campement de bonne heure, ce soir-là. Trois chiens ne pouvaient faire avancer le traîneau aussi vite et aussi longtemps que 6, et l'on sentait qu'ils étaient à bout de force. Aussi, les deux hommes purent-ils se coucher plus tôt, non sans que Bill ait d'abord pris soin d'attacher les chiens à l'écart les uns des autres. Mais les loups s'enhardissaient de plus en plus et les hommes furent maintes fois tirés de leur sommeil. Sans cesse il fallait se relever pour attiser le feu afin que la flamme ne tombât point. J'ai entendu des marins, dit Bill, me parler des requins qui ont coutume de suivre les navires. Les loups sont les requins de la terre. Et s'ils nous suivent, ce n'est pas pour se maintenir en forme. Ils finiront par nous avoir. Ils finiront forcément par nous avoir, Henry. Ils t'ont déjà à moitié, rétorqua Henry avec rudesse, toi qui te laisses aller à parler ainsi, c'en est fait d'un homme dès l'instant où il se déclare perdu. Tu es, rien qu'en le disant, à demi mangé. Ils sont venus à bout de types plus coriaces que toi et moi, répondit Bill. Assez croassé. Tu m'excèdes plus que de raison. Henry se tourna sur le côté avec colère. Mais il fut surpris que Bill ne manifestât pas lui-même le moindre mouvement d'humeur. Ce n'était pourtant pas son genre car, d'habitude, il réagissait toujours avec vigueur aux critiques. Henry y songea longuement avant de s'endormir, et au moment de sombrer dans le sommeil, il se dit. Pas de doute, Bill a un sérieux coup de cafard. Demain, il va falloir que je lui remonte le moral.